À partir d'un organe spirituel, reçu jadis, nous avons formulé la maxime vitale adressée à toute l'humanité. Apprenez à vous aimer les uns les autres, sinon vous ferez votre propre malheur. Dans le dernier podcast, nous avons également évoqué la loi universelle de coopération, cherchant inlassablement la robustesse au profit de tout l'écosystème planétaire, nous y compris. Chemin faisant, nous avons abouti à la notion de vie unique, à l'origine de toutes les vies multiples. Et j'ai même osé lui attribuer une volonté, et donc une intelligence bien supérieure à la nôtre. Du coup, sa sélection naturelle n'est plus aveugle, mais intelligente. Aussi, je vous propose de mieux approcher les caractéristiques de cette vie unique, formulée ici en 10 principes. Du premier, fondamental, découlera les suivants, et le dernier les résumera. Premièrement, quoi qu'il arrive, la vie veut la vie. Ou dit-on encore, la nature finit toujours par reprendre ses droits. Rappelons que l'origine de la vie sur Terre reste un mystère reconnu par la science, laquelle n'a jamais réussi à la recréer en laboratoire. Le fait qu'à l'origine des myriades de vies, il n'y eut qu'un seul départ, plaide pour une vie unique qui s'est déployée. Ça devrait nous faire réfléchir. Dans ce principe vital réside un autre mystère. La vie veut la vie, suppose que la vie unique possède une volonté. La volonté de maintenir la vie multiple, quoi qu'il arrive. Évidemment, ici, nous naviguons au cœur du versant spirituel de la nature, ce que ni la raison humaine ni la méthode scientifique ne peuvent approcher. Nous sommes donc dans le monde de la foi, de la croyance, ce qui ne veut pas dire que cela n'existe pas, car la vie unique, certes immatérielle, invisible et abstraite, s'avère bien présente au sein de son écosystème planétaire et de tous les vivants qui le composent au cœur d'une magistrale beauté harmonieuse. Ce qui nous échappe, c'est sa cause première, et cela, la pensée matérialiste et rationnelle ne l'accepte pas. Ainsi la vie unique est cause d'elle-même, contradictoire dans sa constante recherche à rééquilibrer les déséquilibres, et comme d'habitude pour un objet spirituel, on ne peut la montrer du doigt. Cette approche d'une volonté vitale de la vie unique nous enseigne une conséquence sur la vie humaine. Qui n'aime pas sa vie, qui ne veut pas de sa vie, finira par la perdre. Car si une personne n'en veut pas, la vie en elle s'éteindra petit à petit, comme une bougie qui n'a plus d'oxygène. Deuxième principe, quoi qu'il arrive, la vie en nous veut la vie en dehors de nous. Il s'agit d'une déclinaison du premier principe. Dans une vision matérialiste, la vie n'est que multiple, une infinité de formes de vie dont on en découvre chaque jour une multitude à l'infini. Mais côté spiritualiste, la vie est d'abord unique, avec une origine unique, qui s'est déployée sans cesse en se complexifiant et se diversifiant. Cependant, dans cette perspective, la vie en nous et en dehors de nous est la même. C'est de ce point de vue que peut naître la fraternité avec tous les vivants sur Terre, puisqu'une même origine est rejeter radicalement tout racisme et autres discriminations. Par exemple, c'est en ce sens que le bouddhisme protège toute forme de vie, même la plus insignifiante, même un ver de terre. Et c'est aussi pourquoi les antispécistes ont raison de dénoncer le traitement ignoble que nous infligeons à nos amis les bêtes. Dès lors, cette vision spirituelle présente une importance capitale dans nos relations avec les non-humains. Autre exemple, opposer nature et culture, ou considérer l'homme hors de la nature s'avère une absurdité, une méconnaissance du vivant. Du reste, la nature est en train de nous le rappeler. Troisième principe, la vie en nous et en dehors de nous est unique, c'est-à-dire une
et indivisible. Comme la République. L'analogie avec la République m'a paru intéressante dans la mesure où nous avons vu que la République est aussi un objet spirituel au même titre que bien d'autres. J'avoue que je m'amuse beaucoup quand j'entends nos politiques se réclamer de la République, alors qu'ils n'en ont aucune idée de son fondement spirituel. En effet, quelle est la nature de cet étrange objet insaisissable par la raison qui serait un et indivisible, puisque l'ensemble du monde de la matière est multiple et divisible? Que signifie la République une et indivisible? Réponse d'Internet. Le principe d'unité et d'indivisibilité garantit l'homogénéité des lois, des droits et des devoirs sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Certes, mais au nom de quel principe matérialiste? Une pétition de principe? Je suis curieux de connaître leur réponse. Quant à la mienne, elle est claire. C'est la vie en soi qui est une et indivisible et qui confère par suite ce même principe à la vie politique des humains. Encore faut-il qu'ils le suivent avec probité, car nous sommes très loin d'une homogénéité en droit et en devoir. Cela dit, le point essentiel qu'évoque ce principe réside dans le fait que la vie unique, dans son versant spirituel, comme la conscience humaine et plus généralement la substance esprit, ne seront jamais divisibles contrairement à la substance matière. Ce point s'avère capital pour mieux comprendre le fonctionnement de la conscience humaine. Elles sont et resteront une et indivisibles éternellement. En revanche, elle peut se prendre comme objet d'étude et de réflexion. Elle peut inventer un personnage fictif comme dans la schizophrénie, mais il ne pourrait jamais exister deux égaux, deux je suis en nous-mêmes. C'est ce je suis un et indivisible qui caractérise notre identité spirituelle et protège notre individualité psychologique, émotionnelle, sociale et politique. Quatrième principe. La vie en nous, pour s'exprimer, nécessite un monde de vie et non un monde d'égocentrisme morbide. Certes, c'est une évidence qui découle du premier principe. Mais qu'en est-il de la réalité du monde que nous avons bâti depuis 5000 ans? Ce rappel m'a donc semblé nécessaire. Sans un monde qui protège toutes les formes de vie sur Terre, la vie humaine sera toujours en danger et un danger. Nos élites mondiales en ont-ils conscience? Encore une fois, seule la restitution des pouvoirs souverains au peuple pourra nous sauver et surtout sauver la biodiversité dévitalisée, les océans acidifiés et les terres asphyxiées. Sans un monde de vie, il n'y a pas de vie possible. Ce principe est pourtant simple à comprendre. Du côté des peuples, nous devons aussi comprendre que les pouvoirs financiers et politiques mondiaux veulent surtout que rien ne change pour garder leurs profits. Allons-nous attendre que la nature prononce le mot fin? Cinquième principe. La qualité du vécu émotionnel fait ou défait la vie, donc la santé. Ici, nous abordons le niveau psychosomatique, donc spirituel, que nous approcherons dans la seconde partie nommée esprit guérisseur. Rappelons simplement que l'efficacité de notre système immunitaire varie selon le contexte émotionnel d'amour ou de non-amour. Là encore, le rappel de ce principe vital évident semble radicalement ignoré par la science officielle et même au niveau des instances dirigeantes médicales. Je pense surtout au traitement de l'ensemble des maladies, notamment chroniques, sans se préoccuper de traiter son côté psychospirituel. Cette absence de conscience provient de cette fausse croyance que la maladie serait une erreur de la nature, alors qu'elle fait suite quasi systématiquement à une erreur vitale humaine, une déviation de vie. Derrière une dépression, un cancer ou un diabète,
il existe une problématique psychospirituelle qu'il conviendrait de rechercher afin de travailler de concert avec l'allopathie. La sécurité sociale ferait d'énormes économies et la santé sociale se porterait beaucoup mieux. J'appelle cette démarche la maïothérapie en souvenir de la maïotique de Socrate. Sixièmement, le vécu émotionnel modifie en bien ou en mal notre biologie et par suite notre patrimoine génétique. Lamarck puis Darwin avaient déjà remarqué la loi sur les caractères héréditaires acquis. Notre vécu émotionnel modifie notre génome. Puis elle fut tombée en désuétude, suite aux lois génétiques du moine et botaniste Gregor Mendel. Pour revenir récemment à l'épigénétique qui étudie aujourd'hui la façon dont la lecture du génome est influencée par son histoire cellulaire. Un article du FMI Hebdo Sciences et Technologies intitulé « L'ADN n'est plus le seul maître de l'hérédité » revient sur des recherches scientifiques effectuées depuis 1995, notamment sur une expérience datant de 1945 lors d'une famine. En voici un extrait, je cite. « Une étude menée à l'Université de Columbia aux États-Unis constitue un des premiers indices. Il s'agit d'analyser les effets de la famine de 1945 aux Pays-Bas sur les bébés conçus durant cet épisode. Les chercheurs ont constaté que ces nouveau-nés sont en grande majorité de petits poids à la naissance. Plus surprenant, les bébés de ces derniers ont eux aussi un poids inférieur à la moyenne. Les effets de la famine se seraient donc transmis aux petits-enfants. Chose que la théorie génétique de l'hérédité ne peut expliquer, puisqu'elle ne conçoit pas qu'un changement de l'environnement puisse provoquer de façon ciblée des mutations de l'ADN. Les partisans de l'épigénétique y voient une preuve pour alimenter leur nouvelle théorie. Fin de citation. En synthèse, comme pour notre système immunitaire, toute notre santé est influencée par notre vécu émotionnel. En termes médicaux, là encore, il s'agit du processus psychosomatique, c'est-à-dire la manière dont nous percevons émotionnellement les épreuves et les événements vécus en termes de souffrance psychique. Attention, ce n'est pas l'événement lui-même qui pose problème, mais notre perception ou sa représentation émotionnelle et son attribution cognitive d'injustice. Ce qui nous ramène à la question cruciale de l'influence de la conscience et sa vie psychique sur le cerveau et le corps lui-même, laquelle est de plus en plus niée par les neurosciences officielles. Septième principe. Tout ce qui est nuisible à la vie multiple et qui retarde l'évolution est éradiqué par la vie unique. Donc pour l'homme, tout vécu émotionnel nuisible à sa vie produit de la maladie en vue d'éradiquer des vies inutiles, lesquelles retardent l'évolution. Disons-le autrement, tout ce qui attaque ou détruit les diverses formes de vie est éradiqué par la vie unique. L'énoncé de cette loi, aussi choquante soit-elle pour nous, n'est pas autre chose qu'une autre formulation du principe de sélection naturelle darwinien. En effet, toute vie, quelle qu'elle soit, son règne minéral, végétal ou animal, est éradiquée selon la sélection naturelle, dès lors qu'elle s'oppose ou retarde l'évolution créatrice. La maladie et la mort en sont ses outils principaux. Continuer à croire que la maladie est une erreur de la nature, un accident de parcours, n'est plus acceptable. Et je n'invente rien. Voici un extrait d'un ouvrage par ailleurs captivant, mais confirmant la thèse de la maladie en tant qu'erreur de la nature, je cite, c'est dans Le mystère du placebo. Et il y a un podcast qui est réservé pour l'effet placebo. Il est écrit par Patrick Lemoine, alors qu'il était médecin psychiatre et chef de clinique à Lyon. Je le cite. La maladie en général et la maladie mentale en particulier représentent un accident de parcours.
un incident dans une trajectoire en principe cohérente, une perte de sens, une injustice, et, inversement, d'ajouter, l'apport de sens soulage, soigne même. Il représente donc un facteur non spécifique, c'est l'essence de l'effet placebo. Fin de citation. En effet, la pensée contemporaine analyse la maladie seulement chez l'homme comme une finalité accidentelle, qu'elle soit temporaire ou définitive, et non comme un outil de l'évolution. Or, chez tous les autres vivants, la maladie est un processus naturel permettant la fameuse sélection, par une mort prématurée, à contrario d'un individu sain, mieux adapté à son environnement. Précisons encore une fois que dans une vision spiritualiste, la sélection naturelle n'est plus aveugle mais intelligente. Ça change tout. Si nous n'admettons pas un lien causal entre toutes les pathologies, sans exception, et nos comportements déviés dans nos vies quotidiennes, alors nous nous exposons à subir la maladie sans en comprendre son cheminement, et par retour sans pouvoir retrouver le chemin de la santé. Pourtant, l'effet placebo, reconnu par la science comme intervenant dans toutes les pathologies, y compris en chirurgie, affirme Patrick Lemoine, en est un signe probant. Il montre tout simplement le chemin inverse du processus pathologique universel, le processus psychosomatique. Je peux même aller plus loin. La présence d'une analogie entre ce processus universel de la maladie et de la santé avec ce que j'ai appelé le processus démocratique universel en tant que régime politique de l'amour incarné. Ce lien vital n'est guère étonnant, puisque les deux dépendent de l'amour et des valeurs universelles. Autrement dit, apprendre à nous aimer les uns les autres fait d'un côté la santé et de l'autre fonde la vraie démocratie. Voilà ce que devraient enseigner les grandes écoles à nos élites politiques et financières. 8e principe. Toute vie, toute cellule vivante contient à l'origine son programme de mort naturelle. Ça s'appelle l'apoptose chez les scientifiques. D'abord, il faut bien distinguer la mort naturelle de la mort par l'homme. La première produit de la vie et de l'évolution, tandis que la seconde tue la vie et retarde l'évolution. Pourquoi peut-on parler de mort naturelle ? Parce que dès la naissance de chaque cellule vivante, sans exception, elle contient son programme de mort cellulaire. Ce programme est nommé par la science apoptose, mot qui était jadis utilisé pour signaler la tombée des feuilles mortes durant l'automne. L'apoptose est donc un processus naturel, permettant entre autres la régénérescence de nos cellules corporelles. Ainsi, le corps que j'avais il y a 50 ans a été complètement refait, cellule après cellule, et ceci plusieurs fois. Il me semble avoir entendu que la régénérescence de toutes nos cellules s'étalait sur 7 ans. Quoi qu'il en soit, ce processus est donc vital. L'apoptose, la mort donc, permet la vie. Cependant, ce processus vital peut se dérégler dans un sens ou dans l'autre. Pas assez efficace dans le cas des cancers et trop excessif pour les maladies auto-immunes ou les maladies neurodégénératives, comme l'Alzheimer, Parkinson ou Charcot. Face à ce processus naturel, la question est la suivante. Quelle serait la cause d'un tel dérèglement entraînant souvent une mort prématurée ? Serait-ce une banale erreur de la nature, un pur hasard indéterminable, ou bien au contraire, une privation partielle ou totale de vie suite à des erreurs humaines, stoppant l'évolution personnelle de l'individu et, du coup, retardant l'évolution collective ? Affirmons une dernière fois, la mort naturelle ne justifie pas la mort par l'homme. Nos cruautés, nos violences et toutes nos exactions, tant sur l'homme que sur l'animal.
La première fait la vie, tandis que la seconde tue la vie. À cet égard, j'ai réservé un podcast titré « Les deux morts », où je tente d'expliquer que la mort telle que nous la concevons n'existe pas. 9e principe. La vie unique se manifeste par de multiples vies indéfiniment. Depuis plus de 3,5 milliards d'années, la vie unique, du moins sur Terre, s'organise en une richesse, une diversité de vies donnant le vertige. Chaque forme de vie se renouvelle constamment, repousse ou renaît autant de fois que nécessaire. Pourquoi celle de l'être humain s'arrêterait-elle à une seule ? Chaque vie humaine deviendrait en soi un inachèvement total. Une telle gageure serait inévitablement un gâchis de création. Outre cette remarque et les querelles entre intellectuels, ce qui importe pour le souffrant, c'est de s'inscrire et d'inscrire sa vie dans un univers qui lui permettra un jour de sortir de sa souffrance. Autrement dit, qu'importe ce qu'il en est de la vérité absolue face à la question de l'éternité des multiples vies, ce qui compte, c'est cette vérité pédagogique. Nous avons des milliers de vies à disposition. Ce fondement vital, cette perspective de travail est un roc pédagogiquement nécessaire pour intégrer nos malheurs subis injustement et par suite pour retrouver le chemin de la santé. Ce que je veux vous dire, puisque nous n'avons aucune certitude de ce qui se passe après la mort physique, autant préférer cette vérité pédagogique, puisqu'elle est porteuse d'espoir. Tandis que l'autre version, la version matérialiste, ne fait qu'augmenter la souffrance des cabossés de la vie. Comment comprendre en effet qu'un cancer emporte un adolescent de 15 ans ? Comment l'accepter si une partie de cet être humain, donc son âme, n'avait pas la possibilité de revenir, vivre autre chose, alors qu'elle a sacrifié cette vie pour permettre à son entourage et plus généralement au genre humain de reconsidérer sa relation face à la compassion. Comment l'évolution pourrait-elle nous demander de sacrifier ne serait-ce qu'une vie ou partie de celle-ci au nom de l'évolution du genre humain si nous n'en avions qu'une seule à disposition ? Ce qui nous mène au dernier principe de cette loi vitale, la 10e. La vie veut la vie, mais pas pour n'importe quelle vie. Selon la loi sacrée de notre libre arbitre, nous pouvons mener nos vies comme nous l'entendons. La plupart des préceptes religieux, comme ne pas manger ceci ou boire cela, ou encore la condamnation de l'homosexualité, sont des inventions humaines qui n'existent pas du point de vue spirituel. La seule injonction, depuis 100 000 ans, vous la connaissez, depuis que nous enterrons nos morts avec respect et amour, nous le savons, elle est la suivante: apprenez à vous aimer les uns les autres. Mais selon ce sacré libre arbitre, nous pouvons tout aussi bien tourner le dos à l'amour éternellement. Alors l'injonction sera la suivante: sinon vous ferez votre propre malheur éternellement. De ce point de vue, ce dernier principe qui résume les autres nous invite à suivre, notamment en politique, la morale vitale permanente qui rassemble l'ensemble des valeurs universelles gravées dans nos cœurs biologiques. Valeurs que nous partageons avec toute l'humanité, comme la bonté, la bienveillance, la justice, etc. J'en ai répertorié une 50aine dans mon livre. De plus, dans le prochain podcast, nous verrons les 10 règles de cette morale vitale permanente qui m'ont paru pertinentes et utiles. Vous jugerez par vous-même. Quoi qu'il en soit, chacun peut mener sa vie comme il l'entend, selon ses forces et ses faiblesses, quel que soit son niveau social et d'instruction. Mais à la seule condition d'incarner dans sa vie quotidienne des gestes d'amour, le plus universel possible, autrement dit éviter l'égoïsme ou encore éviter de marcher à côté de son cœur, pour privilégier l'altruisme, la vie en démocrate. La morale vitale permanente, qu'il ne faut pas confondre avec les morales sociales éphémères, est donc très simple à suivre. Il suffit d'écouter son cœur. Et c'est elle qui fonde ontologiquement le cœur d'un peuple et la vie démocrate. Et la vraie démocratie. En conclusion,
intuitivement, ces 10 principes semblent assez faciles à admettre. Certes, on peut les discuter, mais il me semble qu'en soi, ils n'ont rien d'exceptionnel. En revanche, attribuer une intelligence et donc une volonté à la vie, donc à la nature, et affirmer que cette intelligence et cette volonté préexistaient toutes deux à l'homme, voilà ce qui fait scandale. Après cette approche sur les 10 principes de la loi vitale, voyons dans le prochain podcast les 10 règles de la morale vitale permanente. Encore une fois, pardon pour mes bafouillages et grand merci pour votre patience.